Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Cam'news 24. C'est la 5e livraison de cette semaine, la 10e du mois de mai. À la une, on parle du 20 mai 2013 et les préparatifs qui s'accélèrent dans les différentes régions du pays. Dans la région du centre à Yaoundé, on est prêt pour le grand jour et l'on n'attend plus que le décaissement de fonds. C'est une assurance qui a été faite ce vendredi 10 mai 2013 par l'autorité administrative de la région du centre lors de la 2e réunion préparatoire. Sénat, la rentrée des classes est annoncée pour le 14 mai 2013 prochain. La première cuvée des sénateurs camerounais, dont la durée du mandat est de 5 ans, va ainsi prendre fonction au cours de la session de plein droit et ce sera dans les conditions fixées par la loi. La retrouvaille aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé. En attendant, l'on prendra encore ce soir les échos de la nomination de quelques-uns et à l'arrivée, l'on fera la connaissance même de cette institution. Mesdames, Messieurs, voilà pour les sommaires. Détail, à tout de suite. Merci de rester sur Cam'news 24 pour la primeur de l'information. L'info, c'est donc par ici, elle est en continu. À l'ouverture de ce journal, on parle donc du 20 mai 2013 et la région du centre, et plus précisément le département du Fondi, qui est prêt pour le grand jour en attendant le décaissement des fonds. Assurance a été donnée ce vendredi 10 mai 2013 par l'autorité administrative. C'était au cours de la 2e réunion préparatoire, à l'issue de laquelle la liste des partis politiques attendus au boulevard du 20 mai lors de la fête de l'unité a été publiée et les derniers réglages de la retraite au flambeau qui aura lieu le 19 mai 2013 au soir. Tout ceci aura donc cours avec le nerf de la guerre qui sera également déboursé. Les détails, Florian Payot, Alexis Claude Amougou, Albertine Pijaga pour le récit. L'ultime réunion préparatoire de la fête de l'unité dans le Fondi tenue ce vendredi à Yaoundé s'est soldée par un aperçu clair du visage du défilé au boulevard du 20 mai. Et à quelques jours de l'événement, tout semble fin prêt côté préparatif de la retraite au flambeau du 19 mai, tout comme pour la grande parade des partis politiques. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que le défilé civil des partis politiques et la retraite au flambeau se déroule de manière satisfaisante dans la cité capitale. Vous savez si bien que c'est la vitrine et nous devons donner le ton. L'exemple doit partir de Yaoundé et les autres devront suivre. Donc, à notre niveau, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces segments de la célébration de la fête de l'unité à Yaoundé, qui sont régentés par le préfet, se déroulent de manière tout à fait satisfaisante. L'on a ainsi appris du premier adjoint préfectoral du Fondi qui présidait la réunion en présence des représentants des partis politiques et des centres de jeunesse que le défilé civil connaîtra la participation de 39 partis politiques, anciens et nouveaux, à l'instar du PCR, du RDPC, du SIF, de l'UNDP. Ces partis politiques, selon une note de service du préfet du Fondi, Jean-Claude Tchila, doivent impérativement prendre part aux répétitions générales programmées pour le 18 mai au boulevard du 20 mai. S'agissant de la retraite au flambeau, le matériel nécessaire au bon déroulement de cette activité civique, symbole de cohésion sociale et d'unité nationale, est en train d'être apprêté par les délégués d'arrondissement de la jeunesse en collaboration avec les régisseurs de la prison de Kondengui. Pour réserver à cette fête dédiée cette année au cinquantenaire de la réunification du Cameroun, un écho retentissant qui connaîtra pour la première fois la participation du président du Sénat, le préfet du Fondi invite les différentes parties prenantes à respecter les consignes de sécurité prescrites. En éducation, le Sud met le cap sur une session des examens et concours de 2013 propre en vue d'une année scolaire plutôt réussie. C'est la substance de la rencontre de concertation des responsables des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base pour la région du Sud relative à la préparation des examens et concours de l'année 2012 et 2013 et qui viennent de se tenir à Ebolva. Au cours des travaux présidés par le délégué régional Félix Meyen, des stratégies ont été adoptées en vue d'atteindre les objectifs majeurs. Les détails, Louis de Gonzanga, Akanj Panda, Stéphane Bonjo pour le récit. Pour la session des examens 2013, la région du Sud présentera 12 382 candidats au CEP, 722 au Fast School Living Certificate et 677 au Common Entrance, des effectifs qui accusent une baisse notable par rapport aux années dernières. Ceci est dû au fait que au Sud, nous n'avons pas beaucoup de candidats comme la région du Centre, le littoral, l'Ouest, l'extrême Nord. Nous sommes déficitaires. Au regard de cette situation et des réalités propres à cette région, les examens et concours de cette année, comme pour les précédentes, présentent un déficit budgétaire qui requiert à nouveau l'abnégation habituelle des acteurs du processus. Ces acteurs du terrain, il faudrait donc que mes collaborateurs
Donne aux anciens ce qui doit leur revenir. Même si celui-là a droit à 500 francs, que donne ces 500 francs. C'est ce qu'on entend par la sérénité pour l'année scolaire. En même temps qu'il a passé en revue tous les domaines liés à cette thématique, il s'est agi pour Félix Meillen de sensibiliser tous ses collaborateurs directs, les délégués départementaux et les inspecteurs d'arrondissement à s'approprier le défi d'une campagne des examens et concours sans anicroche au Sud. Ce que j'attends de mes collaborateurs, c'est d'aller d'abord sensibiliser les enseignants. Sensibiliser les enseignants. Vous l'avez dit tout de suite, le Sud est parmi les régions les plus déficitaires en matière d'examen. Quant à la préparation des candidats au succès, il revient aux maîtres de terrain de bien couvrir les programmes, de consolider les acquis des élèves en mathématiques, en production d'écrits, en études de textes à travers un enseignement compensatoire bien mené. L'occasion était également idoine pour ses responsables d'évaluer les initiatives à résultats rapides de la CONEC, la présence effective des enseignants au poste et la qualité de la supervision pédagogique à tous les niveaux. Parlons donc du Sénat. La première cuvée des sénateurs camerounais dont la durée de mandat est de 5 ans entre en fonction le mardi 14 mai prochain. Dans les conditions fixées par la loi, ce sera au cours de la première session ordinaire de plein droit qui aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé. Ils sont d'ailleurs attendus dans la capitale du pays dès ce 11 mai 2013. Et en attendant, prenons encore connaissance avec la Haute Chambre du Parlement qui fixe elle-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous la forme de loi, sous la forme de la loi portant règlement intérieur. C'est une synthèse qui nous est livrée par Jean-Pierre Bitongo et récitée par Apollinaire Zobenbon. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Chaque région y est représentée par 10 sénateurs, dont 7 élus le 14 avril dernier au suffrage universel indirect et 3 nommés ce 8 mai par le président de la République, Paul Biya. Chaque année, le Sénat tient 3 sessions ordinaires d'une durée maximum de 30 jours chacune. À l'ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau. Le Sénat s'est réuni en session extraordinaire pour une durée maximum de 15 jours sur un ordre de jour déterminé à la demande du président de la République ou d'un tiers des sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour. Les séances du Sénat sont publiques. À la demande du gouvernement et de la majorité absolue de ses membres, la Haute Chambre peut exceptionnellement se réunir à huis clos. L'ordre du jour est fixé par la conférence des présidents qui comprend les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau. Un membre du gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents. Seuls les tests relevant de sa compétence, en vertu de l'article 26 de la Constitution, peuvent être inscrits à l'ordre du jour. L'ordre du jour qui comprend en priorité dans l'ordre que le gouvernement a fixé la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsqu'à l'issue des 2 sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le gouvernement. Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs. Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des tests soumis à son examen conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution. Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le président de la République. Dans ce cas, les lois sont adoptées à la majorité absolue des sénateurs. Pour rester dans l'actualité relative au Sénat, ce vendredi 10 mai 2013 était une journée assez pleine de convivialité, de partage et de confraternité à la résidence du sénateur suppléant du Nord, à Douala. Mamadou Bayero Fadil, qu'on ne présente plus, a reçu une forte délégation des dignitaires musulmans et chefs traditionnels à sa résidence de Douala-Bassa. Outre les félicitations à lui adresser, c'était un moment de prière et de méditation pour l'accompagner dans sa nouvelle mission à la Chambre haute du Parlement. Pour plus de précisions, retrouvons Benoît Dormo, Jean-Jacques Ondoa et Serge Tetka. La grande prière du vendredi a drainé comme à l'accoutumée du beau monde. L'on a pu ici apercevoir Baba Daïrou, le lamido des Tignières. C'est d'ailleurs lui qui sera à la tête d'une forte délégation venue congratuler le sénateur suppléant Mohamedou Bayero Fadil. Bon à savoir, il a été nommé le 8 mai dernier par un décret du chef de l'État. Très actif sur le plan politique au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le camarade Bayero est par ailleurs vice-coordonnateur des activités du RDPC dans le Vouri. Pourtant, cela n'a pas empêché que ce soit dans le Nord
que le président de la République ait choisi de le nommer. Déjà présent aux côtés des populations, l'heureux élu dit être conscient de la nouvelle tâche qui lui est confiée par la plus haute hiérarchie. La rencontre avec les dignitaires musulmans a permis de confier à Allah l'avenir du sénateur suppléant Mohamedou Bayero Fadil, visiblement satisfait d'une telle marque de confiance de la part du sommet et de cette attention particulière de la population. Au sortir donc de cette visite de courtoisie, le sénateur suppléant du Nord, à Garoua, s'est donc livré au micro de Camille 4. Il dit ici comment il a reçu la mission. Une grande marque de confiance, confiance renouvelée par son Excellence le Président Paul Biya en ma modeste personne. Et je tiens à dire tout simplement que je ferai tout pour accomplir ma tâche avec dévouement, loyauté, non seulement envers la personne qui m'a désigné, mais également envers toutes les populations que j'ai servies pendant plusieurs années politiquement. C'est une extrême joie d'être entouré, de se sentir entouré par les siens, de sentir effectivement que vous avez une grande communauté qui est derrière vous, que ce soit dans des moments de joie ou des moments de malheur, mais cette fois-ci c'est un moment de joie. Et je suis content de partager avec cette population donc cette nomination. Et cela me donne véritablement du bon au cœur. J'ai eu la chance d'avoir avec nous le Lamido de Tignière qui était de passage et qui a bien voulu être avec nous, être avec toute la communauté. Et cela me réjouit énormément. C'est vrai que c'est une très grande surprise parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je sers politiquement donc, le RDPC dans la ville de Douala, notamment dans le département de Wouri, et même dans la région du littoral, comme vous le dites. Mais j'ai eu à servir également dans l'ensemble du pays. Je suis membre du comité central du RDPC. Et quand on est membre du comité central du RDPC, c'est pour l'ensemble de la nation. Restons donc dans la partie septentrionale du pays avec Arrêt à Garoua pour dire que le pôle aéronautique national à vocation régionale livre ses nouveaux pilotes. C'est la grande cour de la base aérienne 301 qui a servi de cadre ce vendredi 10 mai 2013 à la cérémonie de remise des attestations de fin de stage à la 10e cuvée d'élèves et pilotes de ce centre de formation. Le colonel Zaïmou Yaya, président de la cérémonie, en lieu et place du chef d'état-major de l'armée de l'air, a salué la bravoure des 12 stagiaires qui sont tous jupés, aptes et surtout qui sont tous jugés aptes désormais à poursuivre leur apprentissage dans les écoles de l'armée de l'air occidentale. Compte rendu à Amadou Bello, Sadou Mamoudou pour le récit. Parmi les 12 stagiaires ayant reçu leur attestation d'aptitude, ce 10 mai 2013 figurent 6 militaires camerounais, tous admis à poursuivre la carrière de pilote au sein de l'armée de l'air. Cependant, la palme d'or revient au Sénégalais Ndiaye, lequel a obtenu une note de 15 sur 20 pour arborer ainsi le grade de major de cette 10e promotion. Il est secondé par un béninois, Akpa Komlan Patrice. Les deux braves soldats ont reçu des félicitations du général de division Philippe Paye. Ouvert le 4 février 2013, ce stage de préqualification des pilotes de l'air au pôle aéronautique national à vocation régionale est organisé avec le concours de la France au profit des armées d'Afrique francophone. Cette autre édition a vu la participation de 6 pays, notamment le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire et comme à chaque édition, le Cameroun. Au terme de 2 mois et demi d'apprentissage, les futurs pilotes de chasse regagnent leur pays respectif dans l'attente d'être intégrés dans une école occidentale pour un autre stage de perfectionnement avant leur opérationnalité au sein des différentes armées de l'air du continent africain.
Journée nationale des PME, les lampions se sont éteints ce vendredi sur la deuxième édition ouverte à Douala en début de semaine. Durant 4 jours, les dirigeants des petites et moyennes entreprises ont reçu des informations, mais aussi des formations à travers les conférences et ateliers de débat traitant des questions relatives à la sous-traitance et à la compétitivité des petites et moyennes entreprises. La cérémonie de clôture était présidée par le gouverneur Joseph Béti Assomo de la région du littoral, en lieu et place du professeur Laurent Charles Toutingwa, le ministre en charge du domaine au Cameroun. Écoutons à présent quelques participants à ces deuxièmes journées des PME au micro de Donald Lanouzoa. La réussite des PME dépend de la formation des dirigeants des PME. Alors quand on a la bonne information, on peut mieux agir, on peut mieux gérer une structure. Quand on n'a pas la bonne information, on est quelque peu limité. Alors moi, ce que j'ai appris depuis que nous sommes là, c'est que il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas forcément connus, mais qui peuvent permettre aux PME d'être plus performantes. La confiance n'a pas toujours régné parce qu'il y a eu beaucoup de risques qui ont été à l'origine de la fermeture de certains établissements financiers. Ceci a été à l'origine de la grande prudence qu'on note du côté du banquier et des bailleurs de fonds. Mais aussi les PME qui peuvent s'engager à innover, qui peuvent s'engager à se conformer à ce qui est demandé par les milieux financiers, vont donc se voir promus à être plus performants et à donner un peu plus d'espoir dans la création de l'emploi et la compétitivité dans les services. Merci. En culture, les rideaux sont tombés déjà sur la 17e édition de Maï, la fête commémorative du débarquement des ancêtres Batanga sur les côtes de l'océan Atlantique à Kribi dans les années 1914 et 1916. La cérémonie de commémoration de cet événement annuel était présidée par le préfet du département de l'océan en présence des grands dignitaires Batanga et Sawa venus du département du Voru pour donc assister leurs frères de la côte. Reportage Eric Ticheux, José Ngongan. Maï de notre passion pour Kribi, c'est le thème de l'édition 2013 de Maï, la fête commémorative de la communauté Batanga située dans le département de l'Océan, région du Sud. Après la grande caravane dans les artères du territoire Batanga, la place des fêtes a servi de cadre pour la cérémonie officielle. Nous devons tout faire pour que Kribi, n'est-ce pas, qui nécessairement va s'ouvrir, mais que Kribi ne s'ouvre pas sans nous et que nous soyons laissés en route. Donc nous devons montrer notre attachement, je ne dirais pas la passion du Christ. Tous parés aux couleurs de la fête, les fils et filles Batanga ont servi aux autorités administratives, religieuses, traditionnelles, locales et celles venues du département du Vouri dans le littoral. Un défilé majestueux traduisant la joie de leurs ancêtres autrefois sortis de l'esclavage. Une occasion pour le préfet de prôner aux dignitaires détenteurs de la tradition le bien fondé de l'unité pour un peuple. Nous avons besoin dans notre Afrique de revenir à l'authenticité culturelle. Certes, quand je dis authenticité, c'est-à-dire balayer et laguer par les exigences de la modernité, mais revenir quand même dans les fondamentaux de notre culture pour avoir les forces et la certitude de gagner l'avenir. Selon l'histoire, c'est sur les côtes de l'océan à Kribi qu'ont eu lieu les deux débarquements, soit le 14 février 1914 et le 9 mai 1916 des ancêtres Batanga sortis de l'esclavage. Raison pour laquelle la cérémonie s'est achevée par une grande baignade au lieu du dit débarcadère. En culture encore, les artistes plasticiens exposent leur savoir-faire à Garoua et c'est l'esplanade de l'hôtel Deux Postes qui abrite depuis le 6 et ce jusqu'au mai la 5e édition du Festival d'art plastique et graphique à l'initiative de l'Association des artistes plasticiens du Septentrion. Le thème ici c'est art plastique et musique, corrélation et perspective, application à la problématique du développement en Afrique. À travers des expositions d'œuvres artistiques et animations diverses, les organisateurs du festival n'ont pour seul souci que de susciter l'engouement chez les jeunes et clore le talent qui dort en ceci. Sans véritable soutien donc et avec pour seul moyen leur amour à la profession, les artistes plasticiens du Septentrion se sont ligués afin de relever le défi de la vulgarisation de cette activité dans cette partie du territoire potentiellement riche comme innovation. Cette édition, la participation des étudiants
des universités de Maroua et de Gaoundéry. Et pour les motivations même et surtout ce qu'on gagne en participant donc à cette exposition, voici l'attitude de quelques-uns au micro de Camille 24. Nous voulons, n'est-ce pas, vulgariser les arts plastiques dans la région septentrionale parce que nous nous rendons compte que c'est un parent pauvre. Heureusement que nous venons d'apprendre que le gouvernement de la République a introduit dans les programmes, n'est-ce pas, des établissements secondaires, l'enseignement des arts plastiques. C'est une très bonne chose. Qu'on pourra faire ce lac artificiel avec les larmes des Africains lorsque nous serons en paix et un tableau comme celui-ci pourra rester dans chaque pays africain. Parlons cette fois de quelque chose de plus triste, et cette fois en relation donc avec le milieu audiovisuel. Il s'agit de Moïse Banteke qui n'est plus au sortir d'une séance de jogging matinale très tôt ce matin. L'animateur vedette de l'émission Toutes les femmes en parlent sur la FM 105 sur la base et dans la capitale économique du pays aurait succombé à un malaise cardiaque. Transporté de toute urgence à l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo, puis à l'hôpital général de Douala, il a finalement rendu l'âme sur le chemin. Celui-ci a donc laissé derrière lui une œuvre grandiose et surtout des confrères profondément déplorés. Évocation d'une journée bouleversante, c'est avec Apollinaire Zoubenbon, Sèche Tetka et Benoît Dormo. Dans la cour principale du complexe CRTV du littoral à Douala, l'émotion est à son comble. Le personnel fait de journalistes et animateurs a le regard perdu. Des larmes coulent, la douleur est profonde. Le couloir de la radio s'est assombri d'un coup, rendant l'humeur triste. Au bout, Moïse Banteke, dont la photographie rappelle le soleil sur les ondes, a trépassé au sport. Ce 10 mai 2013, il était 7h55. Arrivé au niveau de la maison du parti, avec les autres sportifs, c'est là où il s'est écoulé. Et les autres sportifs l'ont aidé à mettre dans un taxi pour le conduire directement à l'hôpital militaire qui est à un pas de la maison du parti. Immédiatement après, il était de là, de l'hôpital militaire de la maison du parti. Il est entré dans un coma profond. Il est entré en train de rouler. Dès qu'on a fait venir le colonel de l'hôpital militaire, directement, il a constaté qu'on ne peut rien faire ici de côté de l'hôpital militaire. Directement, on a demandé son transfert pour l'hôpital général. Donc, entre l'hôpital général et l'hôpital militaire, vous savez qu'avec ce que ça comporte très tôt matin avec un embouteillage, on ne pouvait pas. On était dans le véhicule avec Moïse, avec 2 infirmiers et le colonel lui-même qui est au volant pour essayer de dégager. Juste à l'entrée de l'hôpital général, c'est là où Moïse Banteke a rendu l'âme. La nouvelle a fait le tour des radios et télévisions de la capitale économique. Cette ville où ils sont nombreux à avoir profité du talent et du génie de l'homme par une petite rétention de larmes, on s'en souvient. C'est un grand homme, grand et plein d'humilité et plein de sagesse, surtout des sagesses qu'il a commencé à exprimer vers les derniers jours de sa vie. Très ambitieux. C'est quelqu'un qui est né pour la communication, il a vécu dans la communication, il voulait mourir dans la communication. À la garnison militaire, où il repose en attendant de rejoindre la terre de ses ancêtres, Moïse, le sauvé des eaux, laisse derrière lui une génération qui se reconnaîtra en lui, éprouvée, qui continuera à chanter sa maestria à la gloire du Seigneur. Et parlant de Moïse Banteke, c'était donc un journaliste animateur, mais surtout un homme de culture très impliqué dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Nous avons d'ailleurs une de ses attitudes ici, dans cet extrait sélectionné par Sèche Tetka. Les Camerounais en général, c'est leur droit de se plaindre quand ça ne va pas, mais dans les milieux artistiques, ils peuvent se plaindre également quand ça ne va pas. On a beaucoup parlé de piraterie, on a beaucoup parlé de gestion des droits d'auteur, mais on ne peut pas non plus croiser les bras et continuer toujours à se plaindre. Il faut passer à l'action et c'est ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Une sorte de reprise en force de la production discographique au Cameroun. On voit des artistes qui émergent, des anciens qui reviennent. Le débat c'est sur la gestion même de la SOCAM. Mais je pense que ça n'enlève en rien, n'est-ce pas, le fait que les artistes travaillent d'abord
la qualité de vos œuvres font de vous un artiste qui peut vendre un tout petit peu, mais qui fait des spectacles, qui nourrit sa famille, en attendant de toucher à ses droits ou de revendiquer le non-paiement de ses droits. Moïse Banteke Forever, vivement que son âme repose en paix. Allons donc à l'étranger, parler cette fois du Kenya avec une star chinoise qui dénonce le braconnage des éléphants pour le commerce des ivoires. Au Bangladesh, une survivante retrouvée dans les décombres de l'immeuble effondré après 17 jours. Et puis dans le solaire, c'est un bras de fer entre l'Union européenne et la Chine sur les panneaux solaires. L'essentiel de l'actualité internationale, l'AFP. Miracle au Bangladesh, alors que le bilan de l'effondrement d'un immeuble dépasse le millier de morts, les secours ont dégagé une survivante des ruines après 17 jours de recherche. La jeune femme, prénommée Reshmi, coincée sous les gravats de l'immeuble de 9 étages, avait accès à l'eau et à la nourriture jusqu'à ces 2 derniers jours. Bras de fer entre l'Union européenne et Pékin sur le solaire, l'Europe veut taxer à 47% les importations de panneaux solaires chinois. Selon les fabricants européens, la Chine a des pratiques commerciales déloyales. Une décision qui a fortement déplu à Pékin, qui lance en représailles une enquête anti-dumping sur un autre produit importé de l'UE, du Japon et des États-Unis. Nouvelle crainte de contamination au coronavirus dans le Nord. Après un médecin et un patient, une infirmière présente à son tour des symptômes de ce nouveau virus proche du SRAS. Le premier cas avéré en France d'infection respiratoire liée au coronavirus est lui toujours au CHRU de Lille. Journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, François Hollande prône la paix des mémoires réconciliées et parle d'impossibles réparations. De son côté, le Conseil représentatif des associations noires assigne en justice la Caisse des dépôts, lui reprochant d'avoir profité de la traite négrière. Une star chinoise pour venir en aide aux éléphants. De visite au Kenya, l'actrice Li Bingbing dénonce le braconnage des pachydermes. La star veut faire prendre conscience aux consommateurs d'ivoire, notamment en Asie, du massacre des éléphants. C'est une note sportive au bas du journal avant de partir. On parle donc du sport. Il n'y aura pas de championnat professionnel au Cameroun pour la 2e fois d'affilée ce week-end. La crise entre la Ligue de football et les présidents des clubs persiste. Après près de 8 réunions tenues, les différentes parties n'arrivent toujours pas à accorder les violons, et ce malgré la médiation du ministère des Sports et de l'Éducation physique et même de la Fédération camerounaise de football. Les partis en conflit restent campés sur leur position. D'un côté, le président de la Ligue de football, le général à la retraite Pierre Sémégué, qui affirme ne plus vouloir faire jouer un championnat professionnel aux amateurs, et de l'autre, les présidents des clubs qui réclament accord et écrit le départ de ce dernier. Car pour eux, la mutation des associations en des sports, des clubs donc en association à Auger Sportif, société anonyme à Auger Sportif, on y arrive, devra se faire progressivement. 8 clubs ont déjà connu la mutation sur les 28 et que compte le championnat de football au Cameroun. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Camus 24. Nous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.